Histoire ennuyeuse pour dormir, les routes épicées oubliées de l'ancienne Asie du Sud-Est. Salut tout le monde. Ce soir, on s'éloigne des châteaux européens poussiéreux et des toges romaines rigides. À la place, on entre pieds nus dans un monde qui sent le gingembre écrasé, crépite sous les ailes des cigales et brille de l'éclat vert et humide des jungles de mousson. Vous n'êtes plus au Kansas, vous êtes en pleine Asie du Sud-Est ancienne, où l'air est épais, les sangsues sont audacieuses et les épices, eh bien, elles pourraient bien déclencher des guerres. Vous marchez sous une canopée si dense que le soleil oublie de toucher le sol. Un sentier étroit, glissant de boue et de siècles d'empreintes, serpente entre les tecs et les bananiers. Non loin, un macaque hurle comme un enfant privé de sieste. Vous chassez un moustique gros comme un ongle. Félicitations. Vous venez d'atteindre l'une des routes commerciales les plus lucratives et les plus oubliées de l'Antiquité, les sentiers épicés d'Asie du Sud-Est. Et non, vous ne survivrez probablement pas sans quelques infections fongiques. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et au fait, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous dans les commentaires. J'adore voir d'où vous vous connectez. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peu, être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et glissons ensemble dans notre voyage du soir. Vous suivez la caravane d'un marchand d'épices, pas de chameaux cette fois, mais des éléphants, grinçant sous des paniers de muscade et de gingembre séché. Le chemin que vous suivez n'est sur aucune carte moderne, mais il y a des milliers d'années, il était essentiel. Avant les routes dégagées, avant que la compagnie néerlandaise des Indes orientales ne débarque avec canons et contrats, cette jungle était l'artère d'un commerce bien plus délicat et parfumé. Vous atteignez une clairière. Des huttes en bambou, sur pilotis, émergent de la brume comme des villageois prudents. C'étaient des camps d'épices des Altes pour les marchands venant des îles Banda ou de l'archipel de Sulu. De l'écorce de cannelle sèche sur des toiles tendues, son arôme flottant dans la chaleur comme une promesse chuchotée de richesses lointaines. Des graines de muscade sont ouvertes comme de minuscules soleils sombres. Vous en touchez une, elle est huileuse, âcre, presque douce, épicée un mélange entre l'encens et un mal de tête. Et ce n'était pas du luxe frivole. La muscade, par exemple, était autrefois considérée en Europe comme un remède contre la peste. Imaginez en glisser une dans votre poche comme un talisman magique, espérant éloigner la mort grâce à un noyau séché venu d'une jungle dont vous ne pouviez même pas prononcer le nom. Les chefs locaux contrôlent les routes forestières. Vous vous inclinez bas, non par respect même si c'est poli, mais parce qu'ils ont des lances plus longues que votre patience du jour. Le commerce se fait en paquets et en gestes, épices contre résine, ivoire contre cire d'abeille. Il y a ici un système. Ça ne ressemble pas à Wall Street, mais ne vous y trompez pas, c'est de la haute finance, version jungle. Les historiens débattent encore. Ces routes étaient-elles formelles ou plutôt improvisées ? Certains pensent qu'un système de relais bien établi existait, s'étendant de la Birmanie aux Philippines. D'autres insistent sur une sorte de chaos organisé où une chèvre pouvait porter de la cannelle à mi-chemin et un pêcheur achever la livraison en pirogue. Pourtant, cela fonctionnait. Des forêts profondes de Bornéo jusqu'aux marchés fluviaux de l'actuel Vietnam, le réseau prospérait. Les marchands se transmettaient des messages d'un arrêt à l'autre, quel port était sûr, quel chef était lunatique, et quelle portion de jungle avait été maudite par des esprits en colère ou pire, par des collecteurs d'impôts. Vous passez devant un marais si immobile qu'il reflète le ciel comme une pierre polie. Sur un radeau en bambou évidé, un jeune garçon remonte la rivière avec une perche. Il transporte des paquets de curcuma et quelque chose de plus étrange, des brins rouges vifs séchant au soleil. Du safran sauvage pas originaire d'ici, probablement échangé il y a 3 ports, et toujours transmis de main en main comme une pièce sans foyer. Anecdote amusante, certains marchands croyaient que le safran guérissait la mélancolie et donnait accès aux rêves. D'autres aimaient juste la couleur jaune qu'il donnait au plat. Vous arrivez à un port côtier alors que le crépuscule se glisse entre les arbres. Les palmiers se balancent comme des danseurs fatigués. Jonques et pirogues à balancier oscillent doucement dans la marée, leurs voiles repliées, leurs cargaisons rangées sous le pont. C'est ici que la mer rencontre les épices.
C'est le cœur de la route jungle, là où les caravanes terrestres se déversent dans des ports improvisés et où de plus petits navires entament l'étape la plus périlleuse à travers des eaux infestées de pirates. Les épices passent entre les mains de marins malais, de capitaines de jonques chinois ou de marchands de l'océan Indien en route vers le Kerala, Aden ou même Alexandrie. Tous n'y arriveront pas. On dirait presque que la mer murmure. Joli lot de clous de girofle que tu as là. Dommage si une mousson le dévorait. Les dockers locaux bavardent autour de vin de riz. Vous entendez parler d'un marchand qui jure qu'un tigre l'a suivi depuis la forêt jusqu'au port pour disparaître juste avant qu'il ne monte à bord du navire. Une légende peut être. Mais ici, qui peut dire où s'arrête le mythe et où commence le marché? Vous vous installez près d'un feu de camp. Le ragoût sent fort et terreux. Quelqu'un y a jeté une pincée de cannelle et de tamarin séché. Pas seulement pour le goût ici, les épices sont à la fois médicaments, monnaie et mythe. Un ancien de passage marmonne quelque chose dans un dialecte que vous ne reconnaissez pas. Le jeune traducteur à vos côtés rit doucement, puis chuchote. Il dit que les arbres se souviennent de ceux qui ont pris trop. Vous hochez la tête comme si vous compreniez. Une fine bruine commence à tomber, douce comme la soie. Des lucioles clignotent paresseusement autour de vos pieds. Demain, la caravane reprendra la route peut être vers une cité, temple à l'intérieur des terres, peut être en aval vers un quai caché. Mais pour l'instant, vous vous reposez, les doigts encore parfumés de girofle et de poivre. Et alors que la jungle expire dans la nuit, vous réalisez, ces sentiers oubliés, depuis longtemps envahis et ignorés des manuels scolaires, ont un jour nourri les désirs des empires. Vous vous réveillez au son des pagaies plongeant rythmiquement dans l'eau. La jungle a disparu, remplacée par un dédale de racines de mangroves et d'estuaires ouverts, où la terre n'est jamais vraiment sèche et l'eau jamais tout à fait calme. Votre embarcation glisse à travers la brume du petit matin à mi-chemin entre la pirogue, le radeau et le miracle d'équilibre. Vous vous dirigez vers l'une des nombreuses cités sur pilotis qui parsemaient ces carrefours aquatiques où la frontière entre maison et port n'était jamais plus large que quelques planches glissantes. C'est ici que le commerce devient personnel. Vous ne transportez plus simplement des épices entre des ports anonymes, vous entrez dans les arrière-cours de sultans, de nomades de la mer et de marchands qui connaissent votre nom depuis que vous étiez haut comme un durian. Bienvenue dans les empires flottants. Vous le repérez d'abord à l'odeur, poisson fumé, vin de palme et clous de girofle mêlés en un parfum à la fois salé et acide. Puis viennent les sons marchés bourdonnants, rires d'enfants, et quelque part, une chèvre bêlant de protestation alors qu'on la charge à bord d'un bateau très peu impressionné par ses opinions. Vous arrivez dans une ville qui flotte littéralement. Des quartiers entiers sont perchés sur des pilotis au-dessus des eaux peu profondes, reliés entre eux par des passerelles de bambou branlantes et parfois des ponts de cordes. L'architecture est à la fois pratique et poétique, surélevée pour résister aux marées, mais assez ouverte pour que la brise puisse glisser et murmurer à travers les murs tissés. Ici, les marchands ne font pas que passer. Ils restent. Ils épousent des locaux, construisent des entrepôts à côté de leurs maisons et nomment leurs enfants selon les saisons où la meilleure muscade arrive. Dans un coin du marché, une fille est assise en tailleur, broyant une racine de galanga en pâte. Elle vous tend un échantillon, enveloppé dans une feuille de bananier. Vous hochez la tête poliment et mâchez, même si vos yeux commencent à pleurer. Elle esquisse un sourire. Locaux, 1. Étrangers, 0. Les historiens débattent encore pour savoir si ces villes fluviales comme Kampong Gyer au Brunei ou les premiers ports de la Srivijaya étaient des centres commerciaux centralisés ou des fédérations lâches de clans indépendants. Quoi qu'il en soit, elles fonctionnaient, pendant des siècles. Vous échangez un peu de cannelle séchée contre une pièce de soie teinte au tamarin et à l'indigo. Ce ne sont pas que des épices qui circulent ici. Tissus, ivoire, étain, plumes d'oiseaux de paradis, même des perles de corail. Un marchand jure avoir un jour échangé un paon vivant et un pot de pâte de crevettes fermentées contre une pirogue entière. Vous ne demandez pas de détails. Dans une maison sur pilotis, vous assistez à une scène étrange, de la fumée qui s'élève entre les planches du sol. Un petit brasero brûle des clous de girofle sous les lattes de bois et son arôme monte à travers le plancher tissé jusqu'aux pièces du dessus. Votre hôte explique que cela éloigne les moustiques et impressionne les invités. Et, paraît-il,
Cela adoucit le cœur de ceux qui envisagent une demande en mariage. Cette dernière partie ressemble à un argument marketing, mais vous hochez la tête quand même. Vous pagayez plus loin le long du canal jusqu'à ce qu'une structure plus imposante se dessine. La salle d'audience d'un sultan. Vous êtes invité à entrer pieds nus. Le sultan repose sur une estrade surélevée, ses robes de soie ondulant comme l'eau d'une rivière, sa barbe soigneusement huilée. Il ne se lève pas, mais désigne un plateau en laiton chargé de cadeaux. Des clous de girofle de Ternate, des perles de Palawan et... Attendez, est-ce un singe en gilet rouge? Vous vous inclinez profondément. Ici, les négociations commerciales sont à la fois théâtre, discussion et charme calculé. Parler trop vite est impoli. Parler trop lentement signifie que vous cachez quelque chose. Il y a un rythme à respecter, une étiquette faite de vin de riz et de rire. Et sous tout cela, une conscience impitoyable de la valeur. Chaque once d'épices doit justifier son poids en argent. Il y a aussi des tensions. Vous entendez des rumeurs de clans rivaux cherchant à monopoliser les cargaisons, de villages en amont exigeant un tribut avant de laisser passer les bateaux, d'un marchand ambitieux qui aurait saboté une livraison en remplaçant le safran par du curcuma teint en jaune. Le scandale a failli provoquer un duel en poésie, bien sûr. Anecdote curieuse. Certains contrats ici ne sont pas scellés par des signatures, mais par un repas partagé. Plus le plat est épicé, plus l'accord est fort. Vous avez vu deux vieux hommes mâcher la même feuille de bétel pour finaliser une expédition de bois de santal. Pas de poignée de main, juste des bouches très rouges. La nuit tombe vite ici. Des lanternes flottent sur l'eau comme des lucioles en parade. Vous vous allongez dans un hamac tendu entre deux poutres, sirotant quelque chose de vif et citronné tout en regardant les bateaux dériver sous une lune montante. Vous pensez à ces empires obsédés par la terre, mais ici, l'eau est reine. Les routes se noient, les marchés flottent, le pouvoir bouge avec les marées. Vous entendez une berceuse venant d'une maison voisine, chanter dans une langue que vous ne comprenez pas, mais dont vous reconnaissez le rythme, une mère fredonnant à la mer autant qu'à son enfant. Derrière elle, vous apercevez une carte peinte sur le mur. Pas un globe, ni un parchemin, mais une fresque longue et sinueuse de ports, de caps et de direction du vent. La mémoire d'un marin transformé en art. Et puis vous apprenez quelque chose d'inattendu. Ces cités aquatiques sont aussi des carrefours d'information. Les marchands apportent les nouvelles avant les marchandises. Vous entendez des rumeurs sur d'étranges hommes à la peau pâle et à la barbe, arrivant plus à l'ouest. Pas des commerçants des conquérants, pas de demande des exigences. Des navires portugais aperçus près de Malacca. Des murmures néerlandais à Macassar. Un changement approche. Vous le sentez comme la chute de pression avant une tempête, mais ce n'est pas encore votre souci. Pour l'instant, vous vous endormez au grincement du bois, au clapotis de l'eau et à l'odeur du poivre séchant sur les toits. Et tandis que vous vous laissez porter par le sommeil, vous vous demandez que deviendra ce monde tissé d'eau lorsque des étrangers viendront demander qui possède les marées. Le matin arrive avec un fracas. Pas le tonnerre, pas des tambours, des canons. Vous vous redressez d'un bond dans votre hamac bateau, réveillé par un craquement au loin comme des arbres qui se fendent, ou pire, comme si la civilisation se brisait en deux. Et d'une certaine manière, c'est le cas. L'âge de la voile est arrivé avec vengeance, et les nouveaux venus ne sont pas là pour faire du tourisme. Vous plissez les yeux en direction du port. Là, se dressant comme une malédiction de sorcière marine, un caraque portugais surplombe les jonques locales, telle une forteresse de pierre qui aurait oublié qu'elle devait rester à terre. Voile tendu, drapeau fier, canons pointant comme des yeux qui ne clignent jamais. Les puissances coloniales sont arrivées et elles ne comptent pas jouer franc jeu. Vous êtes à Malacca maintenant stratégique, salée et un peu trop sûre d'elle-même. Pendant des siècles, c'était un bazar libre, où les marchands arabes côtoyaient les courtiers tamouls et les capitaines chinois. Mais maintenant, c'est un échiquier. Les Portugais s'en sont emparés en 1511, et ils ne seront pas les derniers. Les Hollandais et les Anglais convoitent déjà les pièces. À l'intérieur du nouveau bureau des douanes fortifiées, construit étrangement vite pour des gens prétendant respecter les traditions locales, vous attendez dans une file moite de marchands, chacun serrant des manifestes de cargaison, essayant de ne pas avoir l'air nerveux.
Un pauvre homme tient un panier de fruits de Massy et a le malheur d'être juste devant un officier portugais armé d'une plume et d'une humeur exécrable. Les règles ont changé. Fini les accords secrets avec le sultan. Fini les chuchotements dans les maisons sur pilotis. Désormais, ce sont taxes, tarifs et navires géants au nom comme Nossa Senhora da Graça. Vous essayez de sourire, tendez votre sac de cannelle et priez pour que vos épices ne soient pas confisquées sous la règle 14eb du décret de confiscation coloniale, aussi appelé « ça nous plaît, donc c'est à nous ». Les historiens débattent encore. Le commerce des épices a-t-il été réellement colonisé ou simplement redirigé? Certains pensent que les pouvoirs locaux ont gardé plus d'autonomie qu'on ne le croit. D'autres affirment que ce fut un détournement économique total, masqué par des drapeaux et des livres de prière. Quelle que soit la vérité, vous sentez le changement. Les marchands locaux dominaient autrefois le réseau grâce aux liens familiaux et aux routes de jungle. Désormais, les contrats sont imprimés dans des langues qu'ils ne peuvent pas lire. Les itinéraires autrefois transmis entre cousins figurent désormais dans des registres européens. Et pire encore, certaines épices sont thésaurisées, les prix manipulés, l'offre étouffée. Vous partez vers l'est, vers Banda, cœur des îles à Muscade, espérant y trouver un peu de calme. À la place, vous découvrez un monopole. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'est imposée, construisant des forts et brûlant des arbres, détruisant littéralement des plantations de muscade pour éviter la surproduction. Trop d'offres, voyez-vous, fait baisser les prix. Impensable. Petite anecdote, dans un revirement particulièrement sombre, les Hollandais ont un jour échangé Manhattan, oui, ce Manhattan contre le contrôle total des îles aux épices de Banda. Parce qu'apparemment, au XVIIe siècle, New York ne valait pas une cuillère de muscade. Sur la place du marché, vous remarquez une étrange absence. Le chaos décontracté a disparu. Il y a désormais de l'ordre inconfortable, rigide, presque stérile. Les marchands doivent enregistrer leur cargaison. Les locaux sont déplacés, parfois violemment. Un cousin éloigné du sultan vous dit, d'une voix à peine audible, « On dit que les arbres se souviennent. » Moi, je crois qu'ils sont en colère. Vous hochez la tête, parce que vous l'avez vu. Vous passez devant des bosquets où les muscadiers se tiennent étrangement silencieux, leurs fruits non récoltés, soit parce qu'ils sont désormais interdits, soit parce que plus personne n'ose les approcher. La jungle observe et attend. Pendant ce temps, les navires européens filent à travers les détroits, chargés non seulement d'épices, mais aussi de récits, de la propagande, en vérité. Des peintures de terre exotiques où des indigènes souriants tendent des clous de girofle à deux mains. Des récits de voyage décrivant l'Orient comme mystérieux, sauvage, prêt à être civilisé. Vous vous demandez combien de cannelle ils avaient inhalé avant d'écrire ça. Dans les ports, les tensions montent. Les dirigeants locaux jouent sur le long terme, changeant d'alliance, diffusant de fausses informations, cachant des marchandises dans des flottes fantômes. Vous rencontrez un marchand malais qui jure que son poivre arrive en Inde par accident, parce que ses bateaux tombent en panne près de navires tamouls très serviables. Les transactions incluent désormais des échanges à double aveugle, des caisses factices et des cartes leurres. La confiance s'est érodée, mais la survie, elle est toujours sur la table. Un soir, dans l'arrière-salle enfumée d'un entrepôt à Batavia, vous entendez le début de quelque chose de plus grand. Une rébellion silencieuse, pas avec des épées ou des drapeaux, mais avec la mémoire. Les anciens parlent de routes avant les cartes, de dieux qui marchaient sur les sentiers forestiers, d'épices transportées dans des tubes de bambou liés par des récits. Vous comprenez, le commerce a peu être été récupéré, mais ses racines profondes, emmêlées, tenaces, sont encore bien vivantes. Vous quittez Batavia avec des sentiments partagés. Les navires sont plus grands maintenant, les ports plus animés. Mais quelque chose a été arraché. Comme un plat trop salé par un chef zélé qui ne goûte même pas sa propre cuisine. Alors que votre embarcation dérive hors de la baie, vous jetez un dernier regard vers le port. Toit rouge, flèches européennes. Et en dessous, des marchés qui échangent encore, des cuisiniers qui broient encore, des mères qui pressent encore de l'anis étoilé dans la paume de leurs enfants pour apaiser un rhume. Les épices circulent, silencieusement, patiemment. Et quelque part dans la forêt, au-delà de la portée des taxes et des traités, un nouveau sentier est en train de se tracer par un coureur pieds nus, portant une bourse de cardamome,
et une promesse de ne rien oublier. La mer est derrière vous maintenant, tout comme les canons, les contrats et les caravelles. Vous êtes de retour à pied, là où ce voyage a commencé non pas dans des ports animés ou des palais royaux, mais dans le ventre silencieux et humide de la terre. Le sentier que vous suivez existe à peine. Les racines d'arbres l'ont en grande partie envahi, et les lianes s'agrippent à vos chevilles comme si elles voulaient réécrire l'histoire elle-même. Mais ce chemin, il a autrefois porté plus de poids que ce que n'oseraient admettre les cartes européennes. C'était une route fantôme, l'une parmi des dizaines, être des centaines qui reliaient des bosquets d'épices reculés à des sanctuaires anciens, des marchés d'altitude et des refuges cachés au sommet des collines. Vous passez devant une borne de pierre effondrée, recouverte de mousse. Personne ne se souvient de ce qu'elle disait. Peut être un nom, peut être une distance, peut être un avertissement. Mais vous commencez à comprendre que la terre se souvient, même si la langue ne le fait plus. Vous vous arrêtez dans une clairière où la jungle s'ouvre comme un souffle retenu trop longtemps. Il n'y a rien ici maintenant, juste le chant des oiseaux et le doux sifflement du vent à travers le bambou, mais autrefois, c'était un point de passage majeur. Comment le sait-on ? Des couches de charbon dans le sol, des fragments de céramique brisés, du pollen de clous de girofle incrusté dans les fissures de pierre parfumant encore l'air si l'on creuse assez profondément. Les historiens débattent encore de la véritable importance de ces routes terrestres face aux voies maritimes. Certains disent qu'elles n'étaient que des détours mineurs. D'autres soutiennent qu'elles portaient le véritable cœur du commerce. Les petites cargaisons, les secrètes, celles qui échappaient aux percepteurs et aux taxes coloniales comme une ombre sur l'eau. Vous continuez à marcher. Le sentier grimpe dans une forêt nuageuse de haute altitude. Ici, tout est plus silencieux. Même les oiseaux semblent incertains de leur place. Vous tombez sur un village accroché à la pente comme un souvenir qui aurait oublié de disparaître. Il est fait de bois et de roseaux tressés, rafistolés avec des plaques de métal, et béni par l'odeur de la fumée et du bouillon qui mijote. Une vieille femme vous aperçoit et vous fait signe. Elle ne parle pas votre langue, mais vous comprenez ce qu'elle offre du repos. Elle vous verse un thé au goût de citronnelle et de sucre brûlé, puis vous montre un petit sanctuaire près de son foyer. À l'intérieur, un pot en céramique, un seul clou de girofle. Enveloppé dans un tissu, lié par une fine liane, placé comme une offrande au passé. Elle prononce un mot que vous ne connaissez pas. Vous le répétez maladroitement. Elle rit et vous corrige. Vous réessayez. Mieux. Peut être que cela signifie mémoire. Peut être graine. Ou peut être simplement encore. Petite anecdote. Dans certaines communautés de montagne, les clous de girofle servaient non seulement à parfumer ou à soigner, mais à raconter des histoires. Les familles en faisaient brûler un sur une pierre chaude lors des rituels. La fumée aidait à convoquer les anciens récits. Chaque épice avait une histoire. Chaque histoire, une carte. Vous repartez à l'aube, l'estomac réchauffé, le cœur un peu plus doux. Le sentier descend vers un ancien poste de commerce oublié à un lieu où rivière et chemin se rejoignaient jadis pour échanger des secrets. Vous apercevez des traces de briques dans la boue, des éclats de poterie brillants comme des dents. Un quai effondré, repris par les roseaux. Vous suivez maintenant la rivière. Son courant est lent, réfléchi. Le genre de rythme qui invite à la pensée. Vous songez à tout ce qui a changé. À la façon dont le monde a longtemps perçu ces lieux comme sauvages, chaotiques, primitifs pour finir par comprendre qu'ils étaient complexes, adaptatifs, incroyablement efficaces. Et pourtant, quelque part en chemin, ces routes ont été enterrées. Par l'Empire, par le bitume, par l'oubli. Les manuels modernes évoquent parfois le commerce des épices, mais rarement ceux qui l'ont porté pieds nus à travers la jungle. Ceux qui chantaient aux arbres avant de récolter leur écorce. Ceux qui savaient quelle rivière suivre à l'odeur de mousse et quelle crête éviter après la pleine lune. Vous passez devant une école sur pilotis, sa peinture bleue déjà écaillée. Les enfants y apprennent la géographie mondiale. Une carte des routes commerciales est accrochée au mur. L'enseignante vous voit regarder et sourit. Elle montre une ligne pâle tracée à travers la péninsule à peine visible. Celle-ci est locale, dit-elle. Elle n'est pas dans la plupart des livres. Mais nous, on s'en souvient. Vous lui rendez son sourire. Car c'est bien cela, ce voyage. Un souvenir retrouvé, une redécouverte, une marche chuchotée sur des chemins qui n'ont pas entendu de pas depuis bien trop longtemps.
Le soir tombe. Vous vous retrouvez près d'une tour de guet, en ruine, son sommet effondré, ses pierres polies par la pluie et le temps. Vous y grimpez quand même. Du haut, vous distinguez à peine la mer au loin. Les ports, les navires, le bruit. Mais ici, il n'y a que le vent et les fantômes des alizés qui jadis portaient des rêves de cannelle de la forêt vers l'océan, puis vers l'Empire. Vous vous allongez. Les étoiles apparaissent une à une, comme des promesses qu'on tiendrait à l'envers. Quelque part, bien en dessous, un cuisinier jette une pincée de clous de girofle dans une marmite sans y penser. Un marchand pèse du poivre dans sa main. Une enfant attache une bourse de muscade à sa ceinture pour lui porter chance. La route continue de vivre. Et maintenant, alors que la dernière braise du chemin s'éteint derrière vous, laissons-nous glisser dans le calme. La jungle se tait. La marée se repose. Même le vent, si désireux de porter parfum et voile, il y a encore peu s'adoucit en un murmure. Vos pieds, autrefois douloureux sur les sentiers forestiers et les quais poussiéreux, s'enfoncent désormais dans une douceur imaginaire. Plus de marche, plus de marchandage, plus de bruit. Juste le silence apaisant des anciennes routes endormies sous les racines et les rivières. Vous vous étendez près d'un sanctuaire oublié, du genre construit par des mains qui n'ont jamais tenu de plan, seulement des histoires. La fumée du clou de girofle flotte encore légèrement chaude, épicée, apaisante, comme quelque chose de sacré que vous aviez presque oublié, mais pas tout à fait. Les étoiles clignotent plus lentement maintenant, une par une, moins nombreuses, plus pâles. Le ciel lui-même semble s'assoupir, repliant sa clarté sous une couverture de velours. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des noms, ni des marchands, ni des rois, ni même des ports. Souvenez-vous seulement du silence, du rythme, de la manière dont une gousse d'épices tient dans la paume de la main minuscule, puissante et contenant la moitié du monde. Alors laissez votre souffle suivre le rythme d'une pirogue à la dérive. Laissez votre poule résonner comme l'averse d'une mousson lointaine. Et laissez le sentier ancien, envahi, imparfait, vous guider doucement vers le sommeil. Pas besoin d'aller plus loin ce soir. Vous êtes déjà rentré chez vous.